Bonjour tout le monde. Ah, On est en train d'ouvrir la salle et on va juste attendre que notre audience arrive. Je crois qu'on a déjà 23 sur le webinaire. Ouais. Voilà. On doit juste régler un petit accès pour notre ami Paul de chez Nobifor. En attendant, je vous souhaite déjà la bienvenue à ce webinaire qui est organisé par Approach Cyber et Nobifor, au cours duquel on va pouvoir découvrir les dernières tendances de phishing, également participer à une démo de hacking. Et puis, on va juste attendre la confirmation. Daniel, de ton côté, pour les accès de Paul? Je viens de lui repasser en présentateur à voir si il est dedans. Paul, tu nous entends? Oui, bonjour, je vous entends. Parfait. Super. Merci. Voilà, on y est. Super. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. Daniel, Carlos, je vous laisse gérer les entrées et le chat. Et puis, on va commencer en temps et en heure. Comme ça, on va pouvoir terminer également en temps et en heure. Je vous remercie déjà tous d'être présents à ce webinaire. C'est pas le seul webinaire qu'on organise au sein d'Approach Cyber. On organise souvent des webinaires ou des événements en présentiel. Donc, je vous recommande fortement de vous inscrire à la newsletter. À aller regarder aussi de temps en temps notre page LinkedIn où nous publions également beaucoup d'articles, il y a beaucoup de communication sur les événements que nous organisons en notre propre nom ou en partenariat également avec certains de nos partenaires. Alors, mon nom est Quentin Randax, je suis consultant senior chez Approach Cyber, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la cybersécurité et la protection des données personnelles ou des données des entreprises. C'est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans, qui compte une centaine d'experts et qui a vraiment pour mission d'apporter de la cybersérénité à tous ses clients. Alors, c'est une entreprise qui est à la fois présente en Belgique et en Suisse, même si nous avons des clients également à l'international. Donc, lors de ce webinaire, c'est vrai qu'on va orienter parfois certains termes ou certains cas d'études par rapport à la Suisse ou à la Belgique, mais je crois que de toute façon, ils sont valables à l'international également. Alors, je suis accompagné aujourd'hui par Bertrand Masset, qui est un hacker éthique au sein d'Approach et qui est notamment responsable de l'équipe de Red Teaming. Donc, c'est une équipe au sein d'Approach qui est en charge d'aller tester finalement les infrastructures, les applications web, mobiles de nos clients et qui utilisent notamment dans le cadre de ces activités le phishing. Et puis, je suis également accompagné par Paul, qui est account exécutif chez Nobifor. Alors, Nobifor, c'est le leader mondial dans la formation à la sensibilisation à la sécurité et avec une plateforme notamment de phishing simulé. Mais Paul, tu nous en diras plus par après. Alors, à l'agenda aujourd'hui, on va d'abord commencer par une brève introduction sur le paysage du phishing, qui est une menace connue, mais en constante évolution. Ensuite, on va laisser la place à Bertrand pour la démonstration, alors deux démonstrations de hacking. Et puis finalement, Paul nous donnera des stratégies et des bonnes pratiques pour sensibiliser et former les utilisateurs. Alors, je rappelle simplement que les participants à cette session peuvent également bénéficier d'un test de phishing gratuit qui est organisé avec la plateforme justement de Nobifor. Pour en bénéficier, il suffit simplement soit de s'être inscrit au webinaire via la page d'enregistrement, mais vous pouvez également nous contacter directement par après en répondant aux mails d'invitation au webinaire. Et puis finalement, nous terminerons par une session de questions et réponses. Donc, vous pouvez vraiment poser toutes vos questions directement dans le chat et on va y répondre en fin de session. Et c'est mon collègue Carlos qui va gérer cette partie-là. Et puis un dernier point avant de commencer, donc ce webinaire, il est enregistré et il sera disponible en replay pour pouvoir le visionner à tout moment ou même le partager au sein de votre entreprise. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est le cadre de MITRE Attack.
Alors, c'est un cadre de référence qui décrit et catalogue les tactiques, techniques et procédures des cyberattaquants. Il fournit vraiment une base de données des comportements connus des cybercriminels et que les défenseurs, comme chez Approach, peuvent utiliser pour identifier et contrer les cyberattaques. Notre équipe de CSIRT, donc qui intervient lors des cyberattaques auprès de nos clients, l'utilise notamment dans le cadre de forensique après une attaque pour vraiment expliquer le chemin d'attaque des attaquants. Alors, ce cadre, il répertorie 14 techniques. Alors, les principales techniques d'attaque, les objectifs poursuivis par les attaquants, comme l'accès initial ou l'exfiltration de données ou le déploiement d'un ransomware, par exemple, et qui se déclinent en 196 techniques et plus de 424 sous-techniques. Donc, ça exprime vraiment la diversité et la complexité des cyberattaques modernes. Mais malgré tout ça, malgré cette diversité, les données montrent qu'une attaque sur trois, alors ça varie entre 30 et 50% des cas, commence simplement par un mail de phishing. Ça prouve que l'ingénierie sociale reste forcément une méthode qui est privilégiée par les cybercriminels et en outre, 85% des incidents de cybersécurité peuvent être attribués à l'erreur humaine, que ce soit une mauvaise configuration, un manque de vigilance ou une réponse inadéquate à un email frauduleux. Et donc, lors de cette session, on va vraiment se concentrer sur uniquement ce vecteur d'attaque qui est le phishing. Et ici, à l'écran, vous voyez, par exemple, au sein du centre de la cybersécurité au niveau de la Belgique ou de l'Office fédéral au niveau de la Suisse, quelques mentions du fait que les arnaques au président ciblent de manière très agressive les PME. En Belgique, il y a récemment une brèche de données, donc il y a eu 3,2 millions de numéros de téléphone d'utilisateurs en Belgique de WhatsApp qui ont été exposés, qui ont été mis en vente. Il y a également un nombre, que ce soit en Belgique ou en France, un nombre exponentiel d'offres d'emploi frauduleuses qui circulent via les réseaux sociaux ou via les systèmes de messagerie tels que WhatsApp. Alors finalement, les campagnes de phishing, comme on l'a vu, elles explosent et elles se diversifient. Juste entre 2020 et puis 2023, il y a eu une augmentation de 94% des activités de phishing et d'escroquerie qui s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs. Un des premiers, c'est effectivement le recours massif aux services en ligne, que ce soit le commerce électronique, les banques en ligne, les réseaux sociaux, qui ont forcément créé davantage de points d'entrée pour les attaques de phishing. Et puis, les cybercriminels, ils exploitent forcément les plateformes de réseaux sociaux, les applications de messagerie pour pouvoir mener des campagnes de phishing ou d'escroquerie sociale. Et tout ceci est également facilité par la disponibilité croissante de ce qu'on appelle du phishing as a service sur le dark web, qui a facilité l'ensemble des attaques. Donc, même des cybercriminels moins expérimentés ont à disposition ces outils qui leur permettent de lancer des campagnes de phishing. Tout ceci facilité par la disponibilité des brèches provenant des données provenant de brèches de données. On en entend un peu partout tous les jours de nouvelles et tout ceci crée finalement un environnement où le phishing de masse, il est très peu coûteux pour les attaquants, il est souvent automatisé. Entre 30 et 40% des attaques basées justement sur les emails passent également à travers les systèmes de protection des emails. Et on peut noter qu'il y a 1,5 million de nouvelles pages de phishing par mois, 2 millions juste pour le mois d'août passé. Donc, c'est un cadre spécifique pour pouvoir exploiter justement ces vulnérabilités. Alors, les techniques de phishing, forcément, elles sont devenues de plus en plus sophistiquées, ce qui rend les emails, les messages, également les sites frauduleux, de plus en plus difficiles à être détectés, même pour les utilisateurs avertis. Et les attaques de type spear phishing ou deepfake se sont multipliées. Alors, avant de commencer, je crois que c'est important de pouvoir rappeler également quelques définitions, en tout cas des techniques de phishing connues. Alors, on a forcément ce fameux terme de phishing, de hameçonnage classique.
Il y a le spear phishing. Alors là, c'est des attaques qui sont personnalisées contre des individus ou des entreprises. Il y a également le phishing, hein, donc ça c'est les tromperies via les appels téléphoniques. En Belgique, il y a une recrudescence de ce qu'on appelle les robocalls, en tout cas en 2024, alertés par le Centre de la cybersécurité en Belgique. Il y a également toutes les attaques de smishing, hein, donc du phishing par SMS. Hein, il y a eu une augmentation de 20% de ces types d'attaques en 2023. On a tous reçu des SMS, des faux SMS de It's Me ou de Swiss ID qui nous sont envoyés notamment hein, dû aux brèches de données où nos numéros de téléphone sont diffusés. Il y a le whaling ou la fameuse fraude au président. Il y a également le clone phishing. Alors là, c'est simplement l'envoi d'une copie d'un email qui est légitime, mais avec des liens ou des pièces jointes finalement qui sont modifiées et frauduleux. Vous connaissez sans doute le terme de social engineering, où là, les attaquants vont utiliser les données à disposition pour pouvoir manipuler finalement un employé par téléphone, par email, pour obtenir des identifiants. Il y a le terme de prétexting aussi, hein, donc ça c'est l'utilisation d'un faux profil d'utilisateur pour pouvoir déployer finalement un piège. Et puis tout ce qu'on appelle le business email compromise avec l'utilisation de faux emails, hein, de demandes de virements bancaires. Alors, un élément qui arrive de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le credential stuffing. Hein. Tout le monde a mis en place peut-être du MFA sur son compte Gmail et parfois on reçoit des demandes de MFA parce qu'effectivement, c'est une technique qui est utilisée par les attaquants qui consiste à utiliser des combinaisons d'identifiants volés parce que beaucoup de personnes utilisent le même identifiant, le même mot de passe sur plusieurs comptes. Et donc là, c'est vraiment de l'automatisation et de l'exploitation de credentials qui sont volés. Le phishing, qui est l'utilisation de faux QR codes. Et puis le dernier terme, qui est le terme de farming, ou la redirection frauduleuse, l'usurpation de marque, où on va finalement enregistrer des noms de domaine, des pages qui sont similaires à ceux de marques comme Microsoft, Salesforce, Dropbox, dans le but finalement de piéger les utilisateurs. Alors, par rapport à la réalité du phishing en 2024, forcément, il y a eu des évolutions. L'IA permet de créer des courriels de phishing de plus en plus convaincants et surtout d'automatiser l'exploitation de failles de sécurité ou de brèches de données finalement, hein, puisqu'il y a une disponibilité des données qui facilite effectivement l'exploitation de l'intelligence artificielle. Et là, je vous prends juste quelques exemples hein, de ces derniers jours. Alors, en France, mais forcément, il y en a en Belgique et en Suisse, mais en France, Boulanger, le 6 septembre, qui a déclaré une perte de 27 millions de données de clients. Cultura, le 10 septembre, 1,5 million de données clients. Truffaut, 277 000 données clients. Et forcément, les attaquants vont soit utiliser maintenant, ou peut-être un peu plus tard. Derrière, il y a également l'apprentissage automatique qui est utilisé par les attaquants pour améliorer les attaques. Heureusement, on utilise également l'apprentissage automatique pour la défense au niveau du phishing. Mais l'automatisation finalement de ces campagnes crée forcément des soucis pour les individus et aussi pour les entreprises. Les attaquants utilisent également énormément les réseaux sociaux qui sont exploités pour des attaques de phishing, ce qu'on appelle également de l'OSINT qui est industrialisé, automatisé, donc l'Open Source Intelligence, où on va aller récupérer l'ensemble des informations qui sont publiques pour pouvoir exploiter des données. Et puis on voit l'émergence de plus en plus de deepfake. Alors vous avez deux exemples sur le slide. Hein. Un exemple avec Elon Musk. Et là, c'est même du live, hein, donc ça vous dit que les techniques sont de plus en plus développées. Donc ce live-là a rapporté à cet utilisateur plusieurs milliers de dollars.
vous avez sûrement peut-être vu également Florent Pagny, qui lui a fait de la sensibilisation parce que énormément de ses fans ont été victimes d'arnaques avec l'utilisation des réseaux sociaux et de campagnes de deepfake pour pouvoir finalement escroquer l'ensemble des fans de Florent Pagny. Un dernier point aussi, c'est les attaques via QR code, donc les faux QR codes qui ont augmenté de 331% l'année passée. Et donc, on cible aussi de plus en plus les appareils mobiles via du smishing ou des applications malveillantes qui se multiplient parce que tout le monde a un téléphone et puis ce téléphone, il permet d'exploiter le point de vue personnel, mais aussi professionnel. C'est un point de vue, un point d'entrée pour les entreprises. Et puis, de plus en plus, on voit que le MFA, donc l'authentification multifactorielle, est imposée, mais elle n'est pas infaillible. Donc, il y a des techniques comme le bypass MFA, comme le MFA fatigue, ou encore des attaques de type adversary in the middle ou browser in the browser qui sont de plus en plus exploitées. Donc, on n'est pas à la fin du phishing. Il va y avoir encore plus de techniques qui sont utilisées en masse ou alors des techniques très spécifiques pour pouvoir targeter, viser, que ce soit les utilisateurs et les entreprises. Alors, pour donner un point de vue un peu plus concret, ce que je vous propose, c'est de passer à une démo de hacking. Donc, je vais passer la main à Bertrand. Je fais juste un petit disclaimer que tout le contenu qui est diffusé ici est destiné à des fins éducatives et de recherche uniquement. Donc, il ne faut pas tenter d'enfreindre la loi avec le contenu qui est repris ici. Nous sommes engagés par des entreprises pour tester les vulnérabilités et donc on le fait dans un cadre légal. Bertrand, je te laisse la main. Ça va, super. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas de problème? C'est parfait. Super. Parfait. Alors bon, comme Quentin l'expliquait, on a prévu 2 petits scénarios pour cette démo. Alors, le premier étant le scénario sur Office 365. Donc Office 365, c'est quoi? C'est la suite Microsoft qui vous permet d'utiliser Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, etc. Donc, dans ce scénario, on a notre cible, John Doe, expert comptable. Un échange d'emails va se faire entre John Doe et notre attaquant. Un échange d'emails et des emails générés par l'intelligence artificielle OpenAI dans ce cas-ci. John Doe, dans ses emails, va cliquer sur un lien et va être redirigé sur un portail de connexion. Un portail de connexion qui est un portail malicieux, mais qui fait le relais avec le vrai portail Office 365. Le but de ce portail étant de récupérer tout ce qui est identifiant, mais aussi session de connexion pour l'Office 365. Une fois la session et les identifiants obtenus, notre attaquant peut prendre la place de John Doe au niveau d'Office 365 en se connectant grâce à la session. Donc ça, c'est un scénario assez classique que l'on retrouve tous les jours dans le milieu de la cybersécurité. Alors, prenons la démo. On va juste vérifier que la qualité n'est pas en automatique, voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est la vue de l'attaquant. Donc, c'est un attaquant utilisant l'outil qui s'appelle EvilJinx, qui est un outil public spécialisé dans le phishing. Le but de cet outil est de créer justement des portails de connexion, des portails qui vont servir de relais avec la vraie page de connexion d'Office 365. Le but étant, bien entendu, de récupérer les informations de l'utilisateur et la session de connexion. Session qui a été validée par le second facteur, comme vous allez le voir par la suite. Donc ici, dans ce cas-ci, notre attaquant récupère la page de connexion. Il va décider d'envoyer 2 emails. Le premier email étant un email de mise en confiance, un email qui va préciser à notre utilisateur qu'une prime sectorielle, qu'il est éligible à une prime sectorielle. Et le prévient qu'un deuxième email va suivre pour une signature de document. Donc c'est ce qu'il fait. Il envoie le premier email et maintenant passons sur le deuxième email qui va être envoyé. Deuxième email qui est une mise en forme, une demande de signature pour justement le document qui a été précisé dans le premier email. Notre attaquant mentionne que c'est une
signature document va changer le lien de phishing et le lien qui va rediriger vers la page de signature, la page de connexion. Va bien entendu aussi ajouter la cible, notre cher John Doe, et va envoyer cet email. Maintenant, prenons la vue de John Doe. Il reçoit 2 emails. Le premier email étant, bien entendu, l'email pour la mise en confiance, précisant qu'il est éligible à une prime de 250 € s'il veut bien signer ce document voilà, qui est nécessaire pour qu'au niveau des ressources humaines, tout soit en ordre. On va prendre ce deuxième email, cet email de signature. Donc, voilà, email un peu plus mis en page, comme n'importe quelle demande de signature pourrait l'être. Il va décider de s'authentifier. Donc, il va arriver sur cette page de connexion, cette page plutôt de site web, qui demande une connexion. Bon, il n'est pas certain que ce soit une page qu'il connaisse, donc il préfère regarder si le site est plus ou moins légitime. Et ce qu'il voit, il voit que le site semble, en tout cas, être un site normal, sans être un site malicieux. Il décide de se connecter et il arrive sur cette vérification CAPTCHA qui est là pour justement le mettre en confiance, encore plus. S'ensuit alors ces pages de connexion qu'il a l'habitude de voir, parce que c'est des pages de connexion qu'il utilise tous les jours, où il va pouvoir rentrer son email et ses identifiants. Donc email, mot de passe, voilà, et il va avoir une demande de second facteur, vous pouvez le voir sur la droite, où il va la remplir avec son GSM. Une fois l'authentification faite, cette authentification, voilà, notre John Doe est connecté, mais il est connecté sur un mauvais site. Le site ici le redirige sur une page blanche, et c'est tout. Au niveau de notre attaquant, par contre, là c'est la vue de notre attaquant, lui il a récupéré une nouvelle session. Une session où on voit qu'il a récupéré l'utilisateur et le password de John Doe, mais aussi la session de connexion. La session étant la plus importante, parce que cette session a déjà été validée par l'MFA, par le second facteur, ce qui veut dire qu'il peut réutiliser la session directement pour se connecter sur la suite Office de la société. Ce qu'il fait actuellement. Voilà, donc il a rentré la nouvelle session, il lance la connexion, et comme ça a déjà été validé, comme le second facteur a déjà été validé, il n'a pas de second facteur qui arrive. Et le voilà maintenant connecté en tant que John Doe sur la plateforme Office 365 de la société. Une fois connecté sur cette plateforme, il peut avoir accès à n'importe quel outil de la suite, c'est-à-dire les emails, Teams, SharePoint par exemple, si des fichiers sont sur SharePoint, OneDrive aussi, et tout autre outil qui utiliserait un single sign-on de Office 365. Et donc il va ouvrir certains emails, et ici on voit par exemple un email que vous allez voir est utilisé pour le second scénario. Alors là, passons si ça veut bien à la suite. Voilà. Alors le deuxième scénario est un scénario d'accès initial, c'est-à-dire une demande et un accès à un PC à distance. Pour ce faire, toujours les deux mêmes acteurs, un attaquant et John Doe, l'expert comptable, toujours un échange d'emails généré avec intelligence artificielle. Le but de ces emails, dans ce cas-ci, va être par exemple de prévenir qu'une facture n'a pas été payée et fournir une fausse facture. Une facture qui a pour but de rediriger John Doe sur une plateforme d'échange pour télécharger la vraie facture. Alors, bien entendu, la facture qui va être téléchargée n'est pas une facture classique, ça va être un virus qui est déguisé en facture. Une fois la facture ouverte, ça va exécuter le virus sur la machine et notre attaquant va avoir un accès complet sur la machine. Avec cet accès, il va pouvoir exfiltrer de l'information, récupérer des informations intéressantes au niveau de la société, des informations comme des passwords, des différents documents sensibles, etc. S'ensuit alors la dernière étape de l'attaquant, faire ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire chiffrer les données du PC de John Doe, par exemple, pour, en échange d'une rançon pour récupérer la clé de déchiffrement. Au niveau de la vidéo,
ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est justement la vue de John Doe, qui a reçu ces différents emails. Ces différents emails, comme je vous l'ai expliqué, qui mentionnent que voilà, une facture est impayée. S'ensuit alors un échange d'emails, ça peut être 2, 3, 4 ou plus emails, vraiment pour mettre en confiance John Doe que voilà, c'est une personne légitime qui discute avec lui. Il va ensuite ouvrir la facture et il va voir que cette facture est en fait, voilà, cette facture est cachée et on demande de la télécharger sur une plateforme à distance, une plateforme de partage appartenant à la compagnie. En cliquant sur la facture va pouvoir être téléchargée ou va être forcée à être téléchargée en fonction des scénarios. S'ensuit alors voilà, l'ouverture de la facture. Donc John Doe va juste cliquer, ouvrir la facture et va voir apparaître cette facture qu'il a vue cachée en première vue. Donc voilà, ça c'est la vue de John Doe. Pour l'instant, voilà, il va pouvoir continuer son travail. Il a reçu la facture, il se rend compte que c'est pas quelque chose qu'il aurait dû payer, mais voilà, il va probablement envoyer un mail pour dire que c'est une erreur de facture. Maintenant, reprenons la vue de l'attaquant. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est son centre de commande. On voit par exemple, donc le centre de commande est utilisé pour récupérer et lancer des commandes avec les différentes machines qui ont été infectées. On voit qu'il a reçu la machine de John Doe, qu'il a infecté la machine de John Doe, et il va commencer à lister les fichiers, récupérer l'information au niveau de cette machine. À partir de ce centre de commande, il peut exécuter n'importe quelle commande sur la machine de John Doe. Donc, en tant qu'attaquant, première chose qu'il va faire, c'est récupérer de l'information. Son but ici étant d'exfiltrer un maximum d'informations intéressantes. Pour ce faire, il va continuer à aller dans le PC de John Doe, il va se balader, il va par exemple aller voir les documents de John Doe, le bureau de John Doe. Le bureau étant un endroit assez intéressant pour les informations parce que les utilisateurs mettent beaucoup de choses au niveau de leur bureau. Alors, en arrivant sur le bureau de John Doe, il va par exemple, il va voir dans ce cas-ci qu'il y a différents dossiers, un dossier client, un dossier facture et un dossier nouvelle opportunité. En allant dans le dossier facture, il va avoir accès aux différentes factures qui sont présentes sur le PC de John Doe et il va décider d'en télécharger une ou deux. Il peut bien entendu faire ça avec n'importe quel fichier qui sont présents, qui sont présents sur le PC de John Doe et aussi sur une partie du réseau de l'entreprise de John Doe. Donc là, il va le télécharger de facture. Donc le PC ici, la facture a été téléchargée par notre attaquant à distance. Il va pouvoir l'ouvrir, voir que voilà, il a reçu une facture. Il va pouvoir faire ça avec n'importe quel fichier. Bon, dans le cadre de cette démonstration, on va aller un peu plus vite. Il va passer directement à la deuxième étape, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le ransomware. Pour ce faire, il va lancer cette commande. Ça va chiffrer l'entièreté du PC de John Doe. Si on repasse sur la vue de John Doe, voici ce que John Doe voit. Son PC a été entièrement chiffré. Les fichiers auxquels il avait accès, vous allez le voir, ne sont plus du tout comme avant. Ne sont plus par exemple des PDF. Ces factures-ci ne sont plus accessibles normalement. Si on ouvre une des factures, on peut voir que voilà, c'est différents caractères qui sont mis en place, mais sans vraiment de concurrence. Parce que ces PC sont chiffrés et malheureusement, il faut une clé de chiffrement, enfin une clé de déchiffrement pour pouvoir le lire à nouveau. Donc, voilà, bon, par la suite, bien entendu, il va s'en suivre alors une discussion avec l'attaquant ou non si on doit payer la rançon. Et ça, c'est plus un autre sujet de discussion. Là, je vais laisser la place maintenant. Cette démo est finie. Je vais laisser la place à Paul de KnowBe4 pour la suite. Merci Bertrand. Paul, je te laisse la main. Bonjour à tous. Merci Bertrand, merci Quentin. Bertrand, j'avais beaucoup peur, j'avais très peur quand j'ai regardé tout ce que tu as pu faire avec ces exemples-là. Et donc, je pense aussi que les participants aujourd'hui se posent la question, OK, comment on pourrait pallier à ça? Donc, je vais partager mon écran. Donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. Alors, ce que vous voyez là, n'ayez pas peur. Ce sont des attaques qui sont simulées et aussi
rapportés par nos clients à travers le monde. Et pourquoi KnowBe4 existe? KnowBe4 existe depuis environ 14 ans et la mission de KnowBe4, elle est toute simple. Nous voulons apporter des solutions pour pallier justement aux problèmes aux exemples de Bertrand. Le but pour nous avec notre solution et avec notre plateforme, c'est justement de protéger les entreprises de toutes les entreprises de tous les domaines, mais aussi d'aider les utilisateurs de ces entreprises-là. KnowBe4 a un focus sur le personnel. Nous voulons créer un Human Firewall et comment nous le créons, je vais vous le montrer sur la plateforme. Mais dans un premier temps, nous allons définir avec des évaluations, avec des hameçonnages aussi, personnalisés pour la plupart du temps. Nous allons pouvoir définir, en fait, c'est quoi le niveau de vos utilisateurs avant toutefois de commencer à les former et les sensibiliser. Donc, nous allons un peu faire ce que Bertrand vous a montré, peut-être pas en détail, mais nous allons simuler justement ces emails-là avec aussi des liens. La plateforme, elle ressemble à ça quand on entre. On a un tableau de bord avec des informations relatives aux différentes informations sur les tests ou bien encore des choses que nous avons eu à faire avec la plateforme. Mais je vais aller directement dans le hameçonnage. Je vais prendre ici des exemples qui vont peut-être contrecarrer tout ce que Bertrand a pu nous montrer. Nous avons des campagnes qui sont disponibles et qui vont permettre justement d'envoyer des emails à nos utilisateurs. Et ces campagnes-là nous permettront justement de tester les utilisateurs et de voir c'est quoi leur niveau véritable. Les emails qui sont envoyés dépendent bien sûr d'où on se trouve. Ça peut être en français de la Suisse ou bien encore de la Belgique ou d'autres pays. Et justement, ces modèles d'emails proviennent des vraies attaques à travers le monde que nous avons pu anonymiser et collecter. Et nous définissons cela aussi selon le niveau de difficulté, comme vous pouvez le voir ici. Je vais entrer en détail. Le premier exemple que je vais prendre est celui de Bertrand également sur Microsoft. Là, nous pouvons voir un email qui sera envoyé par exemple à un membre de votre team, un mail qui est tout à fait simple, qui est envoyé à Aaron Anderson, comme vous pouvez le voir. Ces emails, bien sûr, vous pouvez les personnaliser encore plus si vous le voulez. Et donc ici, ce que nous cherchons à faire, c'est de créer un environnement de confiance pour nos utilisateurs. Et grâce à cet environnement de confiance, par exemple, quand on parle de la fraude au président ou encore au CEO, nous pouvons entrer nos propres identifiants, nos propres noms en signature pour qu'ils aient encore plus confiance. Je vais prendre ici un exemple, ce que j'avais déjà eu à faire. Et là, vous pouvez rentrer. Et justement, tout en bas, vous pouvez changer, mettre le nom que vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre votre nom ici. Vous pouvez changer et mettre même le logo de vos entreprises. La première des choses que nous voulons voir, c'est est-ce que ces utilisateurs-là vont cliquer les liens. La plupart du temps, c'est oui. Et donc, s'ils cliquent les liens, nous pouvons tester est-ce qu'ils vont rentrer aussi leurs données personnelles, justement. Et nous avons plusieurs interfaces pour contrôler cela. Les données seront rentrées ici. Mais dans notre cas d'espèce, bien sûr, nous n'allons pas sauvegarder les données des utilisateurs. Nous allons juste encore signifier à ces utilisateurs qu'ils ont commis une erreur, mais ce n'est pas grave. Nous voulons les former et non les humilier. Donc, c'est pourquoi nous avons la possibilité de directement, après ces exemples-là, former nos utilisateurs. La plupart des clients de KnowBe4 aussi testent plusieurs étapes. Ils testent aussi, avec le deuxième exemple de Bertrand, les documents qui seront peut-être attachés aux emails. Et donc ici, nous pouvons travailler avec des macros et nous pouvons justement voir qu'est-ce qui va se passer une fois que le lien ou bien le document sera cliqué. Notre but, c'est juste d'avoir ces rapports pour définir le niveau de nos utilisateurs avant de pouvoir les former de manière adéquate. Comme dans le cas précédent, nous pouvons aussi créer cet environnement aussi de confiance pour ce mail. Nous pouvons changer tout ce que nous voulons ici et adapter cela à
à notre culture d'entreprise, notre culture de cybersécurité. Dans ces deux exemples, nous avons pu voir que nous pouvons simuler exactement les mêmes emails que le hacker ou bien que les attaques. Et donc, nous pouvons aussi aider nos utilisateurs à mieux comprendre comment identifier ces emails-là. Nous avons aussi des landing pages qui sont des pages de destination, une fois cliquées, qui montrent l'email qui vient juste d'être cliqué avec justement des red flags qui vont juste expliquer pourquoi est-ce que ce mail était dangereux de base. Ça permet à l'utilisateur d'avoir un peu plus de sensibilité à ce sujet-là. Maintenant, certainement, on se pose la question, les utilisateurs vont recevoir des emails, ils vont recevoir des campagnes. Disons qu'ils ont déjà un peu compris le principe. Nous voulons aussi qu'ils rapportent tous ces emails. C'est très facile. Nous avons des tools pour le faire. Par exemple, cet outil peut s'installer facilement sur plusieurs types d'email clients. Et avec cet outil, les utilisateurs pourront rapporter tous les emails qu'ils trouveront un peu délicats ou dangereux. Et la team IT pourra justement s'occuper de ces emails-là et vérifier encore ces emails-là. Et donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de culture de sécurité. Vous avez certainement déjà des firewalls, vous avez certainement déjà tout ce qu'il faut, mais ce que nous apportons ici en plus, c'est justement une certaine culture qui est totalement différente où nous essayons de montrer aux utilisateurs qu'ils peuvent justement éviter de toucher les emails, éviter de toucher les liens. Ils peuvent directement rapporter avec un plugin qui se trouve loin de l'email et donc on évite aussi les erreurs de manipulation dans ces cas-là. Puisque notre but, ce n'est pas juste d'humilier ou bien de tester nos utilisateurs, nous avons aussi les cours sur la même plateforme que nous pouvons dispatcher aussi dans des campagnes. Et ces cours-là vont toucher tous les thèmes du social engineering, mais aussi du hameçonnage, apponnage, comme vous pouvez le voir ici. Tous les thèmes sur la cybersécurité seront abordés et sur la gestion des risques également. Bien sûr, tout ceci dans une langue qui correspond et aussi dans le type je dirais, de la culture de l'entreprise. Si vous avez une entreprise où les gens ont beaucoup moins de temps pour faire ces fonctions-là, on peut les adapter. On peut adapter aussi le type de contenu. On peut faire des vidéos, on peut faire des vidéos avec test à la fin pour justement toujours se rassurer que les utilisateurs sont vraiment au niveau requis pour protéger notre entreprise. Donc, c'est comme ça que KnowBe4, justement, crée un Human Firewall grâce à vous, grâce à votre culture, grâce à votre culture de sécurité en entreprise. Et les rapports sont aussi très avancés et vous permettent de toujours trouver une solution pour pallier à d'autres problèmes qui pourraient surgir. OK, je pense que pour une petite introduction de la plateforme, je vais m'arrêter là, Quentin, et je te repasse la parole. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais juste repartager quelques résultats que vous avez communiqués justement sur les top sujets d'email et puis les types de vecteurs en tout cas qui sortent de KnowBe4. Alors comme on l'a vu, hein, il y a énormément de possibilités de rentrer dans une entreprise, que ce soit via l'exploitation de vulnérabilités connues, via le déploiement de ransomware, mais le phishing reste encore une fois un vecteur essentiel. Alors il y a des solutions techniques pour se protéger, hein, pour pouvoir identifier des emails malicieux. Il y a des solutions techniques qui permettent aussi également de filtrer ou de bloquer finalement des ransomware, mais ces solutions ne sont pas infaillibles. Et donc,
la formation des utilisateurs, surtout avec les différentes techniques qu'on a vues, elle est essentielle. La formation, elle passe par effectivement le rappel des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, en matière de sécurité de l'information pour pouvoir respecter finalement vos obligations en matière de protection des données personnelles ou simplement de protection des informations de l'entreprise, mais également de pouvoir tester aussi vos utilisateurs. Et ça se fait de manière fréquente, comme des alertes incendies, comme de la formation continue pour pouvoir évoluer avec les métiers, puis évoluer avec les différentes techniques. Alors là, vous avez sur ce slide-là les sujets qui sont vraiment utilisés, hein, comme les Microsoft Teams. Quelqu'un est en train d'essayer de vous joindre, comme Dress Code Change, donc les aspects liés aux ressources humaines, par exemple, ou simplement jouer un petit peu sur l'urgence, la formation qui n'a pas été suivie. Et puis finalement, sur les vecteurs d'attaque, Bertrand en a présenté juste deux, mais il y en a énormément. On utilise effectivement des attachments, donc un email qui contient un PDF sur lequel soit il y a un lien, soit effectivement il y a déjà un malware qui est installé, soit des liens HTML, des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint. Il y a plein de façons différentes et je pense que les équipes de Bertrand s'amuse en quelque sorte, comme les attaquants, à créer de nouveaux scénarios. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour pouvoir se protéger finalement de ce vecteur d'attaque. Je vais peut-être me retourner vers Carlos pour voir s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Oui, merci Quentin, merci tout le monde, tous les présentateurs pour leur présentation ce matin. Quelques questions qui sont mises dans le Q&A. La première que j'ai, ça sera justement pour Bertrand. Quelle sécurité était en place sur l'ordinateur de John Doe lors de la deuxième démonstration? Oui, donc c'est Microsoft Defender for Endpoint. Il faut savoir que les outils que vous avez vus ici, c'est des outils qui sont faits par l'équipe Red Team d'Approach. Donc, ils sont customisés pour nos exercices, ce qui fait qu'on les teste en effet sur Microsoft Defender for Endpoint parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez nos clients pour justement essayer de simuler au maximum ce qu'un attaquant pourrait faire. Microsoft Defender for Endpoint étant très bon, si on arrive avec des outils qui sont quand même très customisés, on va quand même réussir à passer à travers. Voilà. Bertrand, j'en profite peut-être. Est-ce que tu pourrais, je crois qu'il y avait un slide que tu utilises justement sur les mesures un peu techniques. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques tips ou une visibilité des solutions techniques qui existent pour se protéger? Parce que on le sait, hein, l'objectif, en tout cas dans la cybersécurité, c'est de pouvoir augmenter le mur de défense pour pouvoir finalement, le risque zéro n'existe pas, mais pour pouvoir rendre la vie difficile aux attaquants qui vont se dire mon coût ou mon temps va être beaucoup trop important pour attaquer cette entreprise et puis simplement de passer son chemin. Ouais, en effet. Attends. Alors. Hop. Partage. Screen. Super. Voilà. Alors bon, recommandation, je pense que Paul et toi, Quentin, vous avez déjà fait une partie, hein, mais bien entendu, un EDR, même si c'est pas une solution qui va vraiment contrer toutes les attaques, mais ça reste une très bonne solution qui va, on va dire, réduire une marge d'attaque et réduire le subset d'attaque qu'un attaquant peut faire. La sensibilisation, comme Paul l'a bien expliqué, super intéressant. Bien entendu, toujours avoir des backups réguliers de ses systèmes, de ses réseaux qui vont justement permettre de restaurer si on est victime d'une attaque de ransomware, par exemple. Des audits réguliers, que ce soit des pentests, que ce soit des audits ISO 27001 ou autres, vraiment pour avoir une vue d'ensemble de comment fonctionne la société, s'il y a des points manquants ou autres qui peuvent être améliorés.
Mais ça, voilà, c'est juste voilà, une petite partie de ce qui peut être fait. Il y a énormément de solutions, comme Quentin l'a expliqué. Le but étant vraiment d'avoir ces différentes couches de protection qui vont réduire ce qu'un attaquant peut faire vraiment au niveau du réseau. Si il peut essayer de passer par une porte, mais que celle-ci est bloquée, il va essayer de passer par une deuxième porte. Mais voilà, si on rajoute des couches et des couches, ce pivot, on va dire, cette exploitation, elle va devenir de plus en plus compliquée. Et donc, on parle voilà, de mettre en place des firewalls, des pare-feux, avoir un SOC à disposition, d'avoir des SIM, d'avoir les MFA qui sont mis partout. Vraiment, tout ce genre de choses qui peuvent aider à réduire des potentielles attaques au niveau d'une entreprise. Je suppose que c'est ce slide que tu mentionnais, Quentin. Oui, oui, tout à fait. Celui-là. Et je pense effectivement, pour toute entreprise, c'est une question de choix aussi, de coût, de budget. Et on a pu le constater que le meilleur retour sur investissement, c'est simplement de former les utilisateurs. Je pense que avec un budget assez réduit, là, vous avez l'opportunité de déjà prévenir énormément d'attaques, comme on l'a dit. Il y a entre 30 et 50% des attaques qui sont dues au phishing, donc généralement à l'erreur humaine. Alors, voilà, il vaut mieux passer un petit peu de temps avec ses utilisateurs. Carlos, d'autres questions? Ouais, une autre question, je pense que plutôt pour toi, Quentin. Quel type de client adopte le plus fréquemment les campagnes de sensibilisation en cybersécurité? Alors, il y a tout type de clients. On a des entreprises qui sont d'une dizaine d'utilisateurs à une centaine d'utilisateurs qui le mettent en place. Alors, forcément, c'est un petit peu plus facile pour eux parce qu'à la limite, on peut faire des petites sessions en petit comité une fois par an et faire une sensibilisation directe. Mais pour les grosses entreprises où il y a énormément de mouvements, où forcément il y a des équipes qui sont peut-être décentralisées dans d'autres pays, c'est là où la solution de Nobifore elle est intéressante parce que ça permet effectivement de mettre en place un programme de formation qui est adapté même parfois en fonction des différents départements. On sait que les départements de finance ou les C-level sont généralement bien ciblés. On a parlé du whaling, de l'arnaque au président. Donc là, on peut construire des sessions de formation et puis surtout de mettre en place des campagnes de phishing assez régulières. Donc, si vous en faites une fois par an, alors, vous allez avoir des résultats à ce moment-là, mais si vous en organisez par exemple une fois par mois, ça permet déjà à l'ensemble des utilisateurs de se remémorer qu'il faut faire attention à la cybersécurité. Et donc, je crois que la sensibilisation, elle n'est pas utilisée uniquement par un type d'entreprise. Je crois que c'est tout type d'entreprise, tout type d'industrie. Mettre en place un programme de formation et puis tester les utilisateurs, je crois que c'est vraiment un des éléments qui permet effectivement de se protéger des cyberattaques. Je ne sais pas si Paul, tu veux rajouter quelques points par rapport à ceci, parce que vous êtes quand même le leader mondial ou les spécialistes justement dans ces plateformes de phishing et de sensibilisation. Oui, effectivement, chez nous, nous disons toujours que toutes les entreprises doivent être protégées, toutes les entreprises, les petites comme les grandes. Déjà, chez nous, la plupart des entreprises sont dans le medium business, c'est-à-dire de 25 à 500 employés. Mais nous avons aussi des très, très grandes entreprises, des États, nous avons des villes, des petites communes. Donc, c'est vraiment tout le monde est concerné, donc tout le monde devrait être sensibilisé. Et je pense aussi que ça fait sens parce que quand les hackers, justement, lancent une attaque, ils ne cherchent pas forcément à vérifier quel type d'entreprise ou bien quel type d'organisation ils vont attaquer. Ils attaquent tout le monde. Et là où ça va prendre, ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est un peu ça. Et là, j'en profite d'avoir justement cette plateforme de discussion parce que voilà, il y a diverses organisations comme le Cyber Peace Institute qui vont aider aussi les organisations internationales qui sont aussi visées à pouvoir se défendre. Donc, on fait partie aussi de cette organisation-là, mais même au sein de votre famille, de votre environnement, le Centre de la cybersécurité ou l'Office de la cybersécurité en Suisse mettent à disposition énormément aussi de campagnes de sensibilisation, de formation pour les utilisateurs, pas forcément en entreprise, mais pour les individus. Et donc, je crois qu'il faut prendre un petit peu son bâton de pèlerin et puis faire de la sensibilisation autour de vous, que ce soit des jeunes personnes ou des personnes avec un certain âge. Il faut faire de la sensibilisation parce que les techniques ont changé, comme on l'a expliqué lors de cette session-là, et c'est important de pouvoir se protéger et de partager justement cette information.
J'ai encore une petite question. Là, celle-ci, elle est plus pour Paul. Quel est l'effort annuel à prévoir pour la gestion d'un plan de sensibilisation efficace? Et qui mettre autour de la table dans l'entreprise pour tout en cas désigner le plan? IT, RH, top management, communication. Alors, je dirais que tout le monde, toutes ces teams-là sont quelque part concernées, mais en termes de temps disposé, la plateforme, elle est très intuitive. Il faut juste savoir bien la réajuster, lancer les campagnes. Les campagnes, elles sont automatiques. La connexion avec l'Active Directory, par exemple, dans le cas de Microsoft, fonctionne très, très bien. Et donc là, on a besoin d'un peu d'effort au début pour justement pouvoir paramétrer les campagnes et la plateforme. Mais une fois qu'elle est lancée, il n'y a plus d'efforts à fournir. Les rapports, il faudra juste définir qui reçoit quel rapport. Par exemple, pour les formations, on pourra juste mettre des rôles d'accès pour les différentes teams. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de temps à investir sur la plateforme, justement. Ok. Une autre question aussi pour toi, Paul. Quelle serait une bonne fréquence pour les campagnes de phishing? Alors là, ça dépend de la culture. Donc, comme je dis toujours chez Nobifore, la première des choses, c'est on veut comprendre c'est quoi la culture chez vous, la culture de votre entreprise et la culture sécurité chez vous. Donc, il y a des entreprises qui veulent avoir des tests toutes les semaines, un peu comme chez nous à Nobifore. Nous sommes testés toutes les semaines parce que nous sommes une entreprise de cybersécurité. Mais d'autres entreprises ont des fréquences différentes. Chez nous, c'est possible aussi de tester une fois par an, une fois par mois, mais je conseillerais bien sûr de tester toutes les 2 semaines pour un début, justement pour donner aussi le temps aux utilisateurs de s'habituer à ce système-là et de s'adapter aussi à la culture de sécurité qui est nouvelle. Et alors justement ici, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que KnowBe4 offre forcément cette solution-là, mais au sein d'Approach, on a aussi développé justement un service spécifique dans tout ce qui est campagne de phishing et puis security awareness, où on peut également accompagner les entreprises, les utilisateurs, justement à mettre en place des sessions de formation qui sont adaptées parce qu'il y a énormément de contenu. Et je pense que parfois, il faut mesurer et puis il faut adapter finalement les sessions par rapport au contexte de l'organisation, par rapport à la culture de la sécurité et la culture de la communication à l'interne au sein des entreprises. Carlos, on a d'autres Ouais. questions? Ouais, alors ici j'ai donc une question pour Paul. En termes de mails, combien de mails peuvent être gérés et vérifiés via KnowBe4? Carlos, pardon, j'ai pas compris la fin. Oui, en termes de mails, combien de mails peuvent être gérés et vérifiés en fait via la plateforme? Euh, il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite en termes de campagne, en termes d'email. Nous essayons toujours d'être à la page. Donc, nous avons toujours des emails que nous allons rajouter à la plateforme et vous pouvez modifier tous les emails qui sont dans la plateforme. Bien sûr, il faudra bien sûr regarder que c'est dans votre langue. Et si vous pouvez trouver des emails qui vous intéressent, vous pouvez toujours les modifier et les adapter. Donc, il n'y a pas de limite. Ok. Si une question concernant la plateforme aussi, c'est concernant le tri des mails. Est-ce que le tri automatique des mails peut être fait? Tri automatique des mails. Wow. Le tri automatique des mails peut être fait. C'est bien sûr, c'est possible. Donc, en fait, nous avons un autre tool qui servira justement à trier les emails, à les mettre en spam, en véritable email, en emails qui sont justement propres pour renvoyer aux utilisateurs automatiquement. Donc, nous avons un tool pour ça. Et bien sûr, ce tri-là est très important parce que ça fait gagner énormément en temps. On n'aura pas toujours à vérifier tous les emails pour voir ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Et justement, nous voulons vous faire gagner du temps ici et ne pas vous faire en perdre. Donc oui, nous avons déjà une solution supplémentaire pour cela. Super. J'ai encore une autre question. C'est de manière générale, je pense peut-être Quentin qui va y répondre. Qu'en est-il de l'utilisation des deepfakes? Comment s'en protéger?
Alors ici, c'est énormément de sensibilisation finalement, parce que je crois qu'en 2022, il y avait à peu près 500 000 vidéos de deepfake sur les réseaux sociaux, et puis on a vu une augmentation d'à peu près 60 à 70% de ce type de vidéos, avec justement des outils de type iGen qui permettent effectivement d'être de plus en plus efficaces. Et donc, c'est de la formation et c'est de la sensibilisation. Les plateformes de réseaux sociaux ont l'obligation justement de modérer certains contenus, mais il y a encore énormément de deepfakes qui traînent. Et donc ici, il faut pouvoir être à même de reconnaître une vidéo de deepfake ou au moins être préparé par rapport à un certain contexte. Ici, j'avais pris l'exemple de Florent Pagny. Florent Pagny, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de ses fans qui étaient contactés via les réseaux sociaux, via Facebook, avec ces vidéos de deepfake qui utilisaient le nom et le prénom de la personne pour expliquer qu'il fallait effectivement donner de l'argent parce qu'il était dans une situation problématique. C'était la vraie voix de Florent Pagny, c'était la vraie image, mais le contenu n'était pas le vrai contenu. Et donc, pour moi, à l'heure actuelle, il y a uniquement la partie de sensibilisation, de formation, comme sur les contenus de fake news, par exemple. Hein. Il faut pouvoir vérifier effectivement que l'information est correcte et pouvoir s'en prémunir. Et là, malheureusement, il y a des utilisateurs qui sont plus avertis que d'autres et il n'y a que la sensibilisation à l'heure actuelle qui fonctionne. Parfait. On a encore une petite dernière question. Comment préparer les premières campagnes si cela n'a jamais été fait et quelles sont les considérations légales à prendre? Vas-y, Paul. OK. Très simplement, dans un premier temps, vous n'êtes pas seul avec la plateforme. Donc, nous avons des Customer Success Managers qui ont déjà justement de l'expérience avec tout ce qui est campagne. Et donc, ils vont vous aider à créer les premières campagnes. Bien sûr, aussi, nous avons des partenaires comme Approach. Approach peut vous aider aussi à ce niveau-là, justement pour vous dire, on peut vous créer, par exemple, une liste de contenu pour un début, pour vous expliquer et vous montrer c'est quoi les meilleures pratiques pour un début. Il y a juste, je rajouterai un point, c'est les considérations un peu plus légales. Hein. Chaque pays a aussi des considérations légales sur le test et la surveillance des systèmes d'information. Et donc, il faut déjà regarder le cadre légal. Il y a des conventions collectives en Belgique, en Suisse. Il y a aussi des considérations légales sur le test des employés. Donc, il faut déjà comprendre votre culture, en tout cas la culture actuelle de sécurité de l'information. Et puis, si c'est votre première campagne, faut, à mon sens, au moins analyser au niveau contractuel, contrat de travail, politique de sécurité, ce qui est charte IT, hein, ce qui est déjà en place, hein, si vous avez le droit de le faire, si vous avez déjà prévenu les utilisateurs que vous alliez le faire. Et puis, je pense qu'il faut en discuter avec la direction, avec les ressources humaines, parce que les premières campagnes d'expérience sont toujours un petit choc aussi pour les utilisateurs. On a des retours positifs parce que forcément, ça améliore la sécurité, mais il y a aussi des retours un peu plus négatifs pour les équipes de sécurité, pour les équipes IT, hein, qui ont des retours en se disant, ben voilà, vous nous testez, vous nous faites pas confiance, c'est intolérable. Surtout si vous lancez une campagne en fin d'année en expliquant que vous allez avoir un petit bonus ou un petit chèque de X francs et que finalement les utilisateurs se font piéger, mais en plus de ça, dans leur esprit, pensent qu'ils vont avoir ce chèque-là. Donc voilà, je crois que les premières campagnes, elles sont très importantes à préparer sur le contenu, le contexte et l'organisation. Donc c'est important de se faire aussi accompagner sur cette partie-là. Et puis après, vous mettez en place finalement vraiment un programme de sensibilisation. Les gens sont plus à même d'identifier des campagnes de phishing et puis sont plus attentifs surtout. En tout cas, c'est l'objectif. Parfait. Ben, merci beaucoup à tous les participants, à tous les présentateurs. On a fait le tour des questions, je pense, à ce stade-là. Puis on arrive à la fin de la séance. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les publier sur le lien du webinaire, sur LinkedIn ou sur les réseaux. On va pouvoir repasser pour y répondre aussi dans un second temps.
Et puis Carlos, toi, tu seras en contact avec les personnes qui veulent faire justement les tests de phishing Voilà. qui seront organisés sur la plateforme de Before avec Approach. Donc tu reviendras vers eux à ce moment-là. N'hésitez pas à Voilà. nous suivre sur les réseaux sociaux pour les autres webinaires ou events que nous allons organiser ou les autres contenus que nous avons. Nous avons un blog qui est alimenté par les équipes de Bertrand et les équipes de Laurent Deyer sur la sécurité également. Et il me reste simplement à vous souhaiter un excellent appétit et puis une très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.